Alors, la chanson, c'était aussi une passion. Oui, la chanson, ça fait très longtemps que je chante. Depuis l'âge de 15 ans, je suis allé spontanément m'inscrire dans des chorales. Et en fait, c'est un peu le fait de ne pas avoir fait la cuisine qui m'a fait tourner vers le chant. Alors le chant, j'ai passé mon école de commerce et ensuite je suis allé faire mon service militaire dans les chœurs de l'armée à Paris. Et ensuite, je suis allé dans une école de l'opéra de Paris. Et ensuite, je suis allé en Italie pendant 5 ans. Alors, si vous le voulez bien, nous allons vérifier vos cordes vocales, si elles sont toujours en bon état. Ah, vous voulez que je chante là? Oui, tout à fait. Finché l'alvino calla la testa, una gran festa fa preparar. Se trova in piazza qualche ragazza, te canto quella cerca menar. Ah, mais vous n'avez pas perdu la Vous main. voyez, elle est encore là. Ah oui, elle est En encore fait, là, la c'est voix. l'air de Don Juan, fin l'alvino, c'est jusqu'à ce que le vin soit terminé. Et il appelle les Porello pour ramener plein de filles et faire des bêtises avec elles. Ça s'appelle l'air du champagne. Moi, je dirais que c'est dommage parce qu'avec une voix pareille, vous aurez vraiment pu faire une très belle carrière. Oui, mais vous savez, quand on étudie les carrières des très grands artistes, c'est pas ceux qui avaient les plus grandes voix qui ont fait carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, effectivement. Voilà, le chant et l'art lyrique est comme plein d'autres professions. Ne sont pas ceux qui brillent le plus, qui arrivent le plus professionnellement. Donc j'avais pas le caractère pour des compromissions, on va dire. Donc j'ai arrêté. D'accord. Alors pour venir un peu dans le domaine justement du bâtiment, vous êtes quand même resté plus de 10 ans. Mais après une telle passion qui était la musique, vous vous êtes pas ennuyé après quand vous êtes arrivé dans le bâtiment? Non, en fait, je suis revenu de Rome, j'avais pas de travail. C'est une période en France où c'était un peu compliqué, ça l'est encore un peu. Et j'ai toujours une affinité avec l'architecture, les façades. Et du reste, la cuisine est une forme d'architecture. Donc ce sont des valeurs d'émotion à travers le chant, la vision de l'architecture et le goût. Et en l'occurrence, Louis pour le chant, qui sont des valeurs qui sont communes. Oui, des générateurs d'émotions. Oui, on reste toujours effectivement un peu toujours dans l'art de toutes les façons. Alors quel était votre rôle dans ce domaine de la construction? Bon, j'étais commercial, puis après je suis devenu prescripteur national de cette grosse société. Donc en fait, je parcourais la France pour trouver des astuces en termes de marketing direct pour faire en sorte que les architectes puissent poser nos produits le plus possible en optimisant notamment les superficies. Donc je suis intervenu sur du moderne, sur des églises, sur des monuments historiques, surtout c'était ça qui a été assez rigolo. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour la suite et fin de votre émission Leitmotiv consacrée au chef François Quesnel. Alors, vous êtes l'un des rares chefs européens à avoir décidé d'adapter la cuisine européenne à l'africaine et vice-versa. Pourquoi avoir fait ce choix? J'ai même pas réfléchi. En fait, c'était logique. Le cuisinier vient sur un marché, qu'il soit à Tombouctou, à Bamako. Il va faire à cuisiner. Moi, je ne peux pas aller chez quelqu'un sans déjà aller dans la cuisine et la connaître déjà par cœur, même si je ne suis pas rentré dedans. Et commencer tout de suite à prendre ce qu'il y a dedans dans le frigo et éventuellement aller au bon endroit. Si c'est à Marraine d'Oléron, c'est chercher des huîtres pour faire des huîtres chaudes. Si c'est de la saucisse sèche en Auvergne, si c'est du calamar ou du poulpe à Nice. C'est tellement naturel de faire avec ce qu'on a. C'est la maman. C'est la maman. En fait, on est des mamans, entre guillemets, parce que d'une part, il y a un acte généreux, on nourrit la famille. Donc c'est quand même hautement maternel, bien évidemment. Donc je ne sais pas, je ne peux même pas répondre à votre question parce que l'inverse me paraît tellement bizarroïde. Mais je reviens à mon argument de précédemment sur certaines nécessités d'adaptation au marché. En tout cas, moi je trouve que c'est une super idée justement d'y avoir pensé. Alors c'est vrai, chef, que vous êtes aussi apprécié pour vos qualités de pédagogue. De plus en plus de jeunes femmes ou d'hommes rêvent de devenir de grands chefs cuisiniers comme vous. Mais qu'est-ce que vous pensez du niveau de ces jeunes que vous avez côtoyés depuis quelque temps? La réflexion, elle est valable pour l'ensemble des jeunes globalement. Il faut un petit peu circonstancier votre question parce qu'on ne peut pas la traiter globalement. Il y a des écoles maintenant qui forment sur des critères européens qui sont sous licence. Donc les ABAC et le savoir-faire va être égal à une école internationale qui pourrait être ou à Hong Kong, en Suisse, pour ne pas citer la plus grande connue, etc. Bon, ça c'est pour ceux qui ont pu accéder à des écoles de formation. Bien sûr. Le problème après n'est pas un problème. On peut avoir le choix de plutôt avoir une sincérité du choix de la cuisine par rapport à des gens qui ne savent pas encore la faire,
plutôt que d'avoir quelqu'un qui a fait des études mais qui n'est pas gourmand et qui quelque part fait ça pour une coterie ou par snobisme. Donc je préfère prendre des jeunes, très jeunes, mais passionnés et les former. Ils vont être plus actifs, plus accrochés et ils vont avoir un rendement et un apprentissage plus rapide. A l'inverse, ceux qui sont justement dans des écoles plus huppées, entre guillemets, ont eux-mêmes un background intellectuel et de formation qui leur permet d'arriver aussi très rapidement. Bon, moi j'ai passé mon CAP de boulangerie de cuisine à 45 ans. Quand j'arrivais dans des boulangeries pour faire des stages, le gars qui est là depuis l'âge de 14 ans et qui a vu son père, son grand-père en chier sur les pétrins depuis 14-18, il ne comprend pas comment un gars peut se former en 4 mois et demi alors que lui, il a trimé de 14 à 20 toutes ans. ces années, ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la formation, à la fois les loisirs, moi j'ai toujours été très bricoleur, donc le savoir-faire de la main, la curiosité et des bases intellectuelles et de formation permettent de se former à plein d'égards et dans plein de sujets différents. D'accord. Alors en parlant de formation ou d'atelier cuisine, il vous arrive d'en faire? Parce que je sais que vous faites de la formation aussi. Oui, je fais de la formation, j'interviens dans une école, 2 écoles à Abidjan, j'en fais aussi un petit peu, on a un volant d'atelier qui est en train de commencer ici et puis j'ai aussi un autre endroit que je ne nommerai pas, où j'ai fait des ateliers de caille farcie au foie gras. Donc on a 6-8 personnes, des planches devant, chacun est un temps cuisinier. On prend une recette et les gens se sont inscrits avant. Il y a un gros besoin sur la Côte d'Ivoire et sur Abidjan, parce que les gens sont justement à la fois complètement impatients de découvrir cette cuisine-là. Parce que c'est vrai que personne ne pouvait jusque-là aller dépenser 15, 20, 25 000 francs et plus dans un restaurant de ce type-là. Alors que maintenant, développement oblige, il y a une tranche de gens qui accèdent à ça. Mais donc il faut les accompagner parce que ce sont des gens qui ne sont pas forcément issus de cette culture-là. Donc il y a un gros travail, un gros potentiel à la fois de formation et de loisirs culinaires. Alors par rapport justement à ça, quels conseils pouvez-vous donner à tous ces jeunes qui nous suivent et qui s'accrochent à leurs rêves comme vous il y a quelques années de cela? Mais la principale des qualités, je pense, c'est la curiosité. Elle abat tous les murs, mais est-ce qu'on l'a de façon intuitive ou est-ce que vous êtes formé à la curiosité? Bon, c'est vrai qu'il y a aussi une éducation parentale qui peut vous fournir des éléments pour plus rebondir, plus s'intéresser. Moi, le message que j'ai à faire passer, c'est soyez curieux. Formez-vous d'une façon ou d'une autre. On peut aussi, si on est passionné, faire ça à la maison. On peut aussi venir me voir en disant écoutez chef, moi je veux absolument, bon voilà, si je peux tendre la main à des gens si vraiment ils ne peuvent pas aller dans un autre endroit. Et puis la formation bien évidemment qui est le point focal, focus de tout le développement, mais pas seulement la cuisine, parce que là on parle des métiers de bouche, mais on considère bien évidemment tous les autres métiers quels qu'ils soient. Tout à fait, tout à fait. Alors parlez-nous justement de tous ces produits que vous fabriquez, parce que entre votre rôle donc de chef exécutif de ce splendide complexe hôtelier et de directeur de la restauration et de votre rôle de père ou de mari, à quel moment vous trouvez le temps de pouvoir justement consacrer à la fabrication de toutes... Je vais vous faire un calcul simple. Entre ici et Paris, il y a un coefficient de 7. C'est-à-dire ce que vous achetez ici sur une prestation de service coûte entre 6 et 10 fois plus cher qu'à Paris. Donc le coût du travail est 6 à 7 fois plus élevé à Paris qu'ici. Ce qui explique qu'il y a autant de personnel dans les restaurants. Et c'est un cercle vicieux, puisque comme ils ne sont pas formés ou peu formés, on est obligé d'en avoir beaucoup pour obtenir un résultat qui pourrait n'être fait que par une personne. Et ça, c'est un gros problème ici. Donc on est tellement taraudé par les vétérinaires, par l'URSSAF, par une nécessité financière qui est hyper tendue et des loyers, moi mon loyer à Paris était de 3,8 millions par mois. C'est énorme. C'est intenable. On dit qu'il faut être à moins de 10% du chiffre d'affaires et là j'étais déjà à 13 et puis quand ça baissait c'était la catastrophe. Donc c'est une nécessité absolue de travailler très vite. Alors quand on arrive ici le choc est important. Parce que, bien évidemment, les choses ne sont pas pareilles. C'est pas le même rythme. Voilà, pour répondre à votre question, on apprend à être hyper rapide. Moi, les dimanches soirs où j'ouvrais, je pouvais avoir 50 personnes
Et j'étais le plongeur, je faisais des entrées, le plat, j'étais barbe-à-truc, et c'était hallucinant, quoi. Bon, le problème, c'est que j'avais décidé de tout faire moi-même, comme je suis un peu exigeant, et que c'était sur le plan physique hyper dur, quoi. Ici, moi, c'est un vrai plaisir, parce que d'une part, je suis dans un restaurant dont j'ai pas le poids financier, qui existe depuis 40 ans, un complexe hôtelier, qui existe depuis 40 ans, et finalement, je peux à la fois m'exprimer sur le plan créatif, parce que mon patron a compris qu'en termes de marketing, c'était une vraie veine, un vrai intérêt, a fortiori dans ce cadre quand même qui est fabuleux. En effet, il y avait d'une part l'expérience d'un pays où le coût du travail est plus impardonnable, entre guillemets. Et puis, rien, quand vous êtes passionné, que vous êtes organisé, et que vous ne perdez pas trop de temps, que vous ne parlez pas pour ne rien dire, et que vous êtes efficace dans ce que vous mettez en place, on peut faire beaucoup de choses. La notion d'efficacité ici est très très compliquée, hein. On a vraiment un sujet de formation et même de mentalité qui est très très important pour que les gens puissent aller au bout de leur action et le faire sur les critères et de la façon dont on leur a demandé. Mais on dit aussi souvent que dans les pays chauds ou exotiques, c'est vrai que le rythme est quand même un peu plus lent qu'en Europe. Ça ne vous a pas posé trop de problèmes justement dans votre domaine? Non, il y a plus de salariés, mais il faut beaucoup les former pour avoir une prestation qui est à l'égal d'une mise en concurrence qu'on a, c'est avec tous les établissements d'Abidjan et du monde entier. Maintenant, c'est le monde entier. On me demandait aussi comment on faisait pour se former, mais regardez les enfants, maintenant ils ont Internet. Oui. C'est vrai que tout le monde n'y accepte pas, mais ça reste un outil assez important, parce que dès qu'on veut une recette, c'est facile. Voilà. Donc il y a quand même maintenant une bibliographie, un accès aux recettes et aux vidéos. On n'avait pas ça il y a 10 ans. Quelqu'un qui peut se former tout seul peut complètement y arriver. Alors parlez-nous un peu donc de tous ces produits que vous fabriquez. Le constat quand je suis arrivé, c'était de dire mais j'ai pas une seule confiture locale, j'ai pas une seule liqueur locale, j'ai pas d'eau de vie locale, j'ai rien de local, hein. Des rillettes de mâchoiron, des terrines d'agouti, du foie gras au gingembre confit. Et c'était incompréhensible pour moi. Donc très rapidement, j'ai décidé de commencer à faire une ligne d'épicerie fine qui renferme à la fois les eaux de vie brunes et blanches. Donc les brunes, c'est whisky, etc. Les blanches, ce sont les eaux de vie qui sortent de l'alambic sans passage dans les tonneaux. Et ensuite, les liqueurs, les sirops, les confitures et les conserves salées type foie gras, rillettes, chutney, etc., etc. Vous proposez un large panel donc, de ces épiceries. Vous êtes traiteur aussi donc, à temps perdu, même chez vous? Oui, enfin là, j'ai plus trop le temps. Mais on me demande, en tout cas, j'ai aussi un établissement, tout petit établissement sur la route des vacances où les gens s'arrêtent et font de la vente emportée et peuvent découvrir la boutique et les produits qui sont dedans. D'accord. En tout cas, ça sera avec plaisir. Un jour, je m'y rendrai. Alors, chef, pour vous qui avez exercé pendant de longues années en Europe et aujourd'hui vous êtes en Afrique quand même depuis un certain moment, est-ce que vous pensez que le métier de chef cuisinier nourrit son homme? Votre question elle est un peu compliquée parce que ça dépend de quel côté on se place. Voilà. Quelqu'un comme moi a des niveaux de salaire qui sont proportionnels à mon niveau de formation et au fait qu'il y a 115 000 cuisiniers en France et ici il y en a beaucoup moins, donc c'est plus facile de se distinguer. Après, pour les Ivoiriens, les Ivoiriennes qui voudraient accéder à ça, les salaires vont environ entre 110 et 600, 800 000 pour les mieux payés, mais ça, ce sont des chefs confirmés qui sont allés eux-mêmes en Europe, etc., qui ont des diplômes et du savoir-faire. Et puis, le fait aussi, la cuisine n'est pas que la cuisine. On est chef d'entreprise et dans ma partie directeur de la restauration, il y a justement la surveillance des ratios, puisque c'est moi qui achète et que je dois, vis-à-vis de mon patron, de sortir une marge brute qui permette à l'établissement de vivre et de pouvoir avoir un excédent brut d'exploitation suffisamment important. Donc c'est un chef d'entreprise, ce sont des connaissances de gestion et de marketing liées au milieu de la restauration. Donc j'ai envie de vous répondre, moi si je regarde ma vie, j'ai passé mon temps à me former, soit par curiosité, soit en allant chercher des artisans, en devenant pote avec eux, et en allant tout de suite soit en restauration ou affiner des fromages, aller chez à Rungis pour faire ça. Mais après toute ma vie, j'ai continué à me former, même notamment en œnologie. J'ai fait des stages à la Chambre de commerce de Paris pour être capable de parler aux gens des accords mets-vins. Tout à fait. Ah ben c'est sûr qu'un cuisinier qui se
sera formé sur le tas n'aura pas vraiment le même salaire qu'un cuisinier donc qui a des diplômes ou qui a une formation. Voilà. Mais à l'inverse, vous savez ce qu'on appelle la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience qui a été mis en place depuis 5 ans en France. Et il y a justement des gens qui ont appris sur le tas, qui ont des niveaux éventuellement scolastiques ou d'écriture qui sont pas tout à fait aux normes, mais on valide leur diplôme sur justement comme des grades, quoi. Absolument, et ce sont des diplômes par évaluation. Et vous avez des gens de 35, 40, 50 ans qui franchissent le cap du CAP, qui vont au BT, etc. Donc, bon, vous savez, ce problème-là de moyens, il existe dans tous les métiers du monde et dans tous les pays du monde. Tout à fait. Mais bon, en Afrique aussi, c'est quelque chose qu'on rencontre souvent parce qu'ici, beaucoup de personnes sont justement formées sur le tas parce qu'ils n'ont pas eu forcément la chance de pouvoir être dans des écoles où ils pourraient avoir un diplôme. Et vous voyez, il y a une vraie question autour du maquis notamment. Pourquoi les maquis sont aussi lents, aussi... C'est le manque de formation. C'est un manque de formation, c'est un manque de mise en place, et puis c'est un manque de projection vis-à-vis de ce que le client a besoin. Et c'est un frein touristique important, parce que qui dit ça dit aussi problématique d'hygiène dans ces endroits-là. Et donc maintenant les clients sont en boucle dans le monde entier, les choses se savent. Donc c'est un vrai gros problème, mais qui n'est pas seulement... pour les gens qui arrivent ici, c'est un problème national dont le ministre du Tourisme s'est emparé, parce que si vous n'avez pas des cuisines correctes pour recevoir les touristes, il y a un moment où ils ne viennent pas. Oui, c'est clair. Nous sommes donc presque à la fin de votre émission. Chef, quand vous connaissez des moments difficiles, quel est donc votre leitmotiv? Quand on n'a pas d'expérience d'entrepreneur, on flippe grave mal des. Vraiment, j'ai passé des moments très très difficiles, à la fois à Paris, quand il y a eu les baisses de chiffre d'affaires, et au démarrage ici. Donc il faut être très résistant, il faut être opiniâtre, il faut être déterminé, il faut garder le cap, il faut être courageux, il faut avoir de l'orgueil parce que bien évidemment ça aide à résister. Et puis petit à petit on trouve son chemin et je peux dire qu'au bout de 4 ans j'ai trouvé une maison qui me ressemble, si j'ose dire. Je ne veux pas être prétentieux en le disant, mais qui me ressemble parce qu'on est dans un jardin et que la cuisine c'est les plantes. Oui, et que voilà, on est dans une source d'inspiration permanente. On vous montrera tout à l'heure ce qu'on fait justement avec des arbres très connus de la Côte d'Ivoire ici. Et donc c'est une chance. On est des botanistes entre guillemets, donc on peut très bien. Moi je fais du câblé pour faire du mérou à la vapeur, comme on le fait sur du foin en France, mais je le prends avec du câblé. Donc tout est transposé de ce qui existe sur les matières premières ivoiriennes. Oui, tout à fait. Alors pour finir, quels sont vos projets à court, moyen et long terme? Je veux déjà cimenter ma notoriété ici dans ce complexe hôtelier. On a besoin dans un établissement comme ça d'une cuisine adaptée aux besoins. Et en l'occurrence on a une partie hébergement et on a une partie de gens qui viennent de l'extérieur. Donc l'enjeu c'est de trouver un équilibre entre des plats bien faits, parce que les gens sont bien évidemment assez nostalgiques quand ils sont longtemps à l'extérieur de ne pas avoir une hampe de bœuf ou une bavette à l'échalote avec des bonnes frites. Mais à l'inverse, on est en concurrence avec tous les autres restaurants, les restaurants du midi et du soir, avec la difficulté d'être un restaurant d'hôtel, ce qui est un peu particulier puisqu'on n'a pas de vitrine vers l'extérieur. Et donc mon premier objectif est de créer une notoriété qui permette de cimenter et d'accroître les taux d'occupation des touristes, quels qu'ils soient. Et puis également, en rivalité avec les autres restaurants, faire valoir cette idée d'un tout produit local, mais avec des techniques internationales ou des techniques artisanales, comme par exemple, je distille les eaux de vie aussi, avec un alambic qui vient d'Espagne, un alambic en cuivre. Bon, je suis parti faire 8 jours un stage à Montpellier, dans une distillerie bio, il y a 1 an, parce que il y a quelqu'un qui pouvait le faire ici, c'était quelqu'un, il voulait pas me montrer. Donc j'ai dit, bon, allez, il faut que j'aille. Dégage. Donc je suis parti en France pendant 8 jours, et je suis revenu avec l'alambic, et maintenant je fais un produit remarquable, une eau de vie de palmier. Ouais, comme quoi je disais, on finit jamais d'apprendre. Alors chef, si vous aviez un coup de cœur aussi bien du côté de la gastronomie que de la musique ivoirienne?
Alors, gastronomie, alors, moi j'aimerais bien avoir des chèvres et des vaches pour faire des fromages locaux et puis les affiner de façon exotique. On fait des ateliers de transformation de fromage et vous verrez juste après une idée qui m'est surgie en voyant un cacaoyer, je ne vous en dis pas plus. D'accord. Pour la musique, gaou, gaou, yo, yo, yo. Non, je sais pas. Ah oui, c'est bien, mais c'est bien, c'était spontané. C'est du zouglou? Oui, oui, tout le monde chante ça. Je ne suis pas un très grand spécialiste. Hein. Je n'ai pas trop le temps d'écouter la musique. Moi, c'est plutôt Verdi, Donizetti et Rossini. Hein. Alors, Rossini, le filet de bœuf. Ah, d'accord. Oui, Merci chef François Quesnel d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Ça a été une édition très agréable d'ailleurs. Alors nous profitons pour dire un grand merci au complexe hôtelier Le Wafou qui nous reçoit aujourd'hui. Et un grand merci aussi à son directeur général, monsieur Yvan Desmar, d'avoir permis qu'on puisse réaliser cette émission ici. Alors chef, bonne continuation pour la suite de votre carrière. On vous souhaite donc le meilleur. Mesdames et messieurs, quant à nous, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Leitmotiv. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Envoyez-moi quelque chose qui permette que je ne mette pas de la sauce dessus. Feuille de salade, s'il vous plaît. Feuille de salade en équipe. C'est bon? Mais vous donnez quoi là pour servir? Comment ça? Donne-moi une feuille, je vais mettre dessus. Je vais mettre la sauce à côté, comme ça vous récupérez les feuilles. Salade. Bon, donne-moi si c'est froid, c'est pas un problème. Je vais faire semblant de mettre de la sauce et c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? C'est joli? Oui, oui, c'est... C'est légumes ça? Oui, oui. Non, plat du tout. Ouais, ouais. On mettait un peu de trucs dedans. Là, on parle avec ça. Là, voilà un peu de sauce. Allez, tu y vas, là, 153. Il faut les prendre. Là, elle arrive aussi. Là, c'est... Non, non, non. Vous n'avez pas un problème sur la vis? 3. Café. Ouais, laisse-le là, ça va être prendre. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Encore un autre envoi? On peut aller dresser du froid. La salade, hein. Attendez un peu, donne-moi un truc, on va monter la salade, les mains là. J'ai envie de mon café. Oui. L'huile d'olive, s'il vous plaît. Vous faites à cuisiner l'huile d'olive. On va mettre de la sauce d'huile venue de... Ah, super. On envoie la 23 bis, 52, 53, 56. On y va.